Goedenavond, maar ik zie dat er nog geen deelnemers zijn, Pieter-Jan. Kan dat? 19 al. Ah, oké. Tja, dat zie ik hier niet. Bovenaan, helemaal bovenaan. Ja, daar staat bij mij kijkers 0. Ik zie 21. Dus. Ja, maar bon. Het belangrijkste is dat jij dat ziet. Ik kan nog even wachten, Pieter-Jan. 2 minuten of is dat erg? Begin maar. Ik zie ook de presentatie niet. Rechts bovenaan. Ja, maar ik zie niet wat er op het scherm is. Nu staat als eerste slide die van Tulpen nog doen. Ja. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à cette première séance d'une série de 3 séances sur la transmission et surtout sur les clés et les conditions de réussite d'une transmission d'entreprise. Ce soir, on va vous accueillir d'abord avec une petite introduction par le secrétaire d'État et aussi une introduction par moi-même sur Uniso, qui est un des organisateurs de cette série. Après, je passerai la parole à M. Verbist du KBC et à Mme Régine Pintio des Affaires à suivre. Ces 2 orateurs vont vous dévoiler un peu l'essentiel, les aspects fiscaux de la transmission et aussi les plateformes qui existent pour faire réussir le matching entre le vendeur, le cédant et l'acquérant ou l'acquéreur et l'acheteur d'une entreprise. Vous savez qu'il y a donc 3 sessions aujourd'hui, ce jeudi et aussi mardi prochain, donc la semaine prochaine, c'est la dernière session. Pour chaque session, vous allez encore recevoir un nouveau lien, donc comme vous avez reçu pour la session d'aujourd'hui, vous aurez un nouveau lien pour jeudi et aussi un autre lien pour mardi prochain. Donc aujourd'hui, c'est ça le programme. J'imagine que vous voyez maintenant le slide avec le programme d'aujourd'hui, avec les 3 photos des orateurs. Jeudi prochain, ce jeudi donc, c'est encore 2 autres orateurs. Et mardi prochain, on termine avec une intervention de la part de Liantis avec Nathalie de Greef. Là, il n'y a qu'une présentation le mardi prochain. OK. Je passe un peu à une petite présentation de l'Uniso. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Uniso est une organisation d'entrepreneurs indépendants pour et des entrepreneurs indépendants. Durver of doener, c'est oser et réaliser, être actif en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est un peu le gamme des entrepreneurs qu'on représente. Les entrepreneurs indépendants, pour nous, le fil rouge est un peu l'entrepreneur qui crée avec son propre capital, sur base de son propre risque, sur base de ses propres compétences, il crée dans un premier temps son propre emploi. Ça, pour nous, c'est l'entrepreneur indépendant que nous essayons de représenter. Uniso, Unie van zelfstandige ondernemers, veut être le partenaire innovatif et indispensable pour et des entrepreneurs indépendants. On est une organisation de membres, on est néerlandophone, actif en Flandre et à Bruxelles, mais on est aussi actif sur tous les niveaux de compétences, à savoir le niveau communal pour commencer, le niveau régional, fédéral et aussi européen. Donc, à tous ces niveaux, on essaye de défendre les intérêts des entrepreneurs indépendants. Donc, ça, c'est un peu le premier domaine d'activité d'Uniso,
défendre les intérêts des entrepreneurs. Les points forts, ça c'est essentiellement, mais ça ça va pas vous surprendre, c'est plaider pour une meilleure sécurité sociale. Et là, comme vous savez, on a quand même acquis quelque chose pour lequel on se bat déjà depuis des années. C'est une pension égale pour les entrepreneurs indépendants et les travailleurs, ce qui a été approuvé par la Chambre fédérale fin de la semaine dernière. Et donc, à partir de cette année, c'est vraiment quelque chose qu'on a réalisé. C'est un pas historique, je dirais, dans le statut social de l'entrepreneur indépendant. Et on le considère même comme un élément crucial dans l'attractivité du statut de l'entrepreneur en Belgique. Et donc, ce qui fait que peut-être un seuil ou une raison d'hésitation pour démarrer une entreprise est tombé. Et donc maintenant, comme il y a quand même une pension égale pour les deux statuts, c'est un grand pas vers l'avant d'un climat entrepreneurial favorable. D'autres points d'attention dans la défense, dans notre travail de défense d'intérêt, c'est la réduction des impôts, les surcharges administratives, la diminution des coûts salariaux et des règles de jeu équitables pour tous ceux qui entreprennent. Trois autres domaines d'action. On donne des informations et des conseils aux entrepreneurs indépendants qui sont membres en premier lieu et à tout le monde qui veut démarrer une entreprise. Là, on donne aussi des informations pour les sensibiliser, les stimuler à le faire. On organise pas mal de campagnes et d'événements. Il y a par exemple la journée, la semaine de l'entrepreneur. Mi-novembre, il y a aussi le week-end du client qu'on organise ensemble avec l'UCM, l'Union des classes moyennes, début octobre. Et on rassemble bien sûr les entrepreneurs au sein d'un réseau solide avec d'autres entrepreneurs qui ont un peu les mêmes caractéristiques que je vous ai données. Voilà pour vous esquisser un peu notre organisation, et on organise donc, entre autres, dans le cadre de notre mission de sensibilisation à l'entrepreneuriat, on veut être présent dans toutes les phases de développement de l'entreprise. Et alors, donc, la transmission est une des phases importantes d'une entreprise. Et donc, c'est pour cela qu'on organise ensemble avec nos partenaires cette session. Nos partenaires, ça c'est 18-19 et la région de Bruxelles-Capitale qui finance une partie de nos activités à Bruxelles, entre autres ce séminaire. Il y a bien sûr Overname Markt et plateforme de transmission. Il y a Integral qui est un bureau de publication, un bureau d'édition en fait. Et il y a les partenaires ici présents, KBC et Affaires à suivre, qui vont participer à ces séances, comme Liantis également. Je les remercie déjà à l'avance pour leur contribution. Voilà, en guise d'introduction, je voulais juste encore mentionner quelques éléments concernant le fonctionnement du webinaire. Donc, il y a une fonction chat, ça vous étonne pas sans doute, mais les questions que vous auriez, vous pouvez les poser via le chat. Les intervenants vont les traiter à la fin de leur intervention. Donc, les réponses seront données à la fin. Cela permettra aussi d'enregistrer tous les séminaires, mais pour vous rassurer, donc, lorsque par après on met à disposition le vidéo des présentations, les questions qui seront posées n'en feront pas partie. Donc, vous êtes libre de poser les questions. Ces questions-là vont disparaître par après, je dirais, dans les enregistrements qu'on publiera, qui ne concernent que les présentations. Voilà, donc les questions, vous pouvez les poser aux intervenants, mais ils les traiteront qu'à la fin de leur présentation. Et vous pouvez les poser via le chat, la fonction que vous voyez à droite en haut de votre écran.
Voilà, moi c'est Anton Manas, ça je ne vous ai pas encore dit, mais je suis le coordinateur de tout ce que Uniso fait à Bruxelles, en région Bruxelles-Capitale, et nos bureaux sont au quai de Bellebroek, en face de l'autre côté du canal de Tour et Taxi. Nous avons invité le secrétaire d'État de la transition économique de la région de Bruxelles. Elle nous a envoyé un petit vidéo et un petit message à vous adresser. Et donc, je propose, Peter-Jan, qu'on la donne la parole via la vidéo qu'elle nous a transmis. Juste après, M. Verbist suivra et débutera avec sa présentation. Merci de votre présence encore et je vous souhaite une soirée intéressante et pleine d'informations cruciales pour la continuation de votre entreprise et sa transmission éventuelle. Merci et à bientôt. Bart, Bon, d'accord, je vais me présenter, donc je vais déjà commencer avec ma présentation. Permettez-moi que je me présente personnellement. Donc, je suis conseiller PME au sein de la banque KBC Brussels. Donc, je travaille aussi bien pour la région bruxelloise que pour le Brabant flamand. En tant que conseiller sur un niveau fiscal, juridique et financier, je ne représente pas un département de produits bancaires. J'essaie seulement d'assister les clients, c'est-à-dire les entrepreneurs, nos clients, donc, sur les moments clés. Et le moment clé par excellence, c'est évidemment donc c'est la transmission d'une société, la transmission d'une entreprise familiale. Si on commence avec les grosses têtes dans les journaux, je vous présente ici quelques phrases ici que je rencontre dans la presse.
Le transfert de propriété est plus difficile que lâcher le gouvernail. Un acheteur se débat avec la transmission d'entreprise et les personnes de plus de 50 ne savent pas comment et quand vendre. Enquête révèle que la passivité et le manque de connaissances sont les principaux points de friction. Alors moi, j'essaierai donc de vous donner un petit aperçu, pas en détail, mais un aperçu de tout ce qu'on peut rencontrer à l'occasion donc d'une remise d'une société. Voilà, commencez à l'heure. Ben voilà, commencez à l'heure. Donc, avant de vouloir remettre son entreprise, il faut bien réfléchir comment tout ça peut se réaliser. Et donc, il faut calculer au moins 3 ans, voire 5 ans de préparation avant la transmission réelle. Pour commencer, donc, la plupart des gens dans les entreprises familiales souhaitent principalement que leur société ou leur entreprise en général serait repris par leurs enfants. Et donc, c'est plus facile parce que ça peut se faire aussi avec des donations qu'avec les ventes, etc. Mais donc, de moins en moins d'enfants sont encore prêts à reprendre l'activité de leurs parents qu'ils ont vu bosser pour toute la vie. Et donc, plusieurs souhaitent faire autre chose. Et donc, alors se pose la question, à qui remettre? Eh bien, à mon expérience, donc, commencez à regarder une fois tout près de chez vous. Souvent, donc, un transfert au personnel, à la direction, certaines personnes clés à votre société dont vous n'aviez jamais pensé, mais donc pourraient être donc des successeurs potentiels et donc avec succès. Éventuellement, donc, en troisième instance, on essaiera donc de vendre sa société ou son entreprise à des tierces personnes, mais là, il y a déjà la difficulté qu'on souhaite d'un côté garder donc le silence, la discrétion d'un côté, et de l'autre côté, donc il faut quand même donc communiquer que vous êtes vendeur. Voilà. Mais commençons premièrement donc à distinguer et faire une distinction très importante entre une entreprise individuelle et une entreprise au sein d'une société. Quand on parle d'une entreprise individuelle, c'est donc un numéro d'entreprise au nom d'une personne physique. Une personne physique qui est responsable, qui est déteneur de tous les atouts professionnels, qui est en charge, qui subit toutes les dettes professionnelles. Et par contre, une entreprise dans une société, eh bien, c'est la société qui est propriétaire. La société détenue par la famille et gérée par le père de famille ou contrôlée par la famille, par une personne physique, éventuellement même par une entité juridique. Mais c'est la société qui détient son actif et son passif. Parlant d'une entreprise individuelle, il y en a de peu en peu parce que beaucoup de gens, du moment qu'ils ont un peu de succès en tant qu'entrepreneurs individuels, transforment leur activité en société. Ils en ont raison. Pour commencer, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire pour, soi-disant, mettre tous les risques dans une structure qui pourrait être touchée, mais sans toucher donc le patrimoine privé. Mais d'un autre côté, donc, et principalement en Belgique, pour des raisons fiscales. Une entreprise individuelle, transmettre une entreprise individuelle, veut dire donc qu'il faut faire une sorte d'inventaire de tous les atouts professionnels qu'on veut remettre. Le bâtiment, oui ou non? Les machines, matériel roulant, le stock, c'est très rare, voire impossible de transmettre des liquidités sur les comptes en banque ou des créances à recouvrer. Il y a encore des autres choses personnelles que vous voulez garder probablement, la voiture par exemple, l'ordinateur du fils. Enfin, mais de l'autre côté, il y a le goodwill. C'est quoi goodwill? C'est un nom qui exprime la capacité de réaliser, de générer des bénéfices avec une activité. C'est le nom, la clientèle, les exclusivités, etc., des contrats. Comment valoriser? On le verra bientôt.
Les crédits pour une entreprise individuelle ne sont jamais ou presque jamais transmis. Peut-être parfois donc un actif avec leasing, mais en général donc le prix de revient, donc le prix de vente de l'entreprise sera en première instance utilisé pour apurer les dettes professionnelles existantes encore. Et donc c'est le repreneur qui aura ses crédits à lui. Parlant du goodwill, donc les immobilisations incorporelles, soi-disant, hein, donc c'est quoi? Ben, c'est pas tangible, mais donc c'est une valeur qui souvent est payée parce que elle représente la capacité donc de faire un chiffre d'affaires directement sans faire de la publicité. Et donc la valeur ou le prix obtenu tient compte avec donc le fait que avec le flux de trésorerie disponible dans un délai de 5, maximum 7 ans, se rembourse. En général, c'est pas réglementé par la loi, exception pour les officines, c'est-à-dire pour les pharmacies. Parfois, il y a des gens qui me disent oui, le goodwill, mais ça vaut 4 fois les bénéfices donc des dernières années. Non, c'est un plafond fiscal. Les règles des 4 ans. Les règles des 4 ans veut dire que si le goodwill ou le prix payé pour le goodwill dépasserait, s'il dépasse ce seuil-là ou ce plafond-là, tout ce qui dépasse sera taxé à un taux d'imposition progressif. Tandis que les plus-values de cessation subissent donc des taux favorables à cette occasion-là. Pour vous expliquer, en général, donc, quand on réalise des plus-values de cessation, en général, donc, 16,5% d'impôts personnels est redevable sur les plus-values, pas sur les immobilisations corporelles, mais sur les plus-values réalisées sur la vente donc, des immobilisations corporelles. La plus-value, c'est-à-dire, c'est la différence entre le prix obtenu et la valeur bilantaire ou la valeur comptable, quoi, dans le cas d'une entreprise individuelle. Pour ce qui concerne les immobilisations incorporelles, le taux est de le double, c'est 33%. 33%, pour autant que ça ne dépasse pas les bénéfices imposables des 4 dernières années. Sinon, tout ce qui dépasse est taxé à un taux progressif, comme c'est le cas avec des plus-values réalisées en vendant son stock ou des commandes en cours. Faites attention, ce sont des impôts personnels, donc à cela, il s'ajoute encore donc la taxe pour la commune, donc la taxe municipale supplémentaire. Et donc, des bonnes nouvelles parce que les cotisations de sécurité sociale, en principe, ne sont pas redevables là-dessus. C'est-à-dire, en principe, oui, parce que ça concerne quand même un revenu professionnel. Mais donc, l'année de la cessation ou l'année précédente, donc, les bénéfices réalisés, donc les plus-values réalisées, ne subissent pas des cotisations de sécurité sociale supplémentaires. Ça compte aussi pour l'année de la retraite et l'année précédente. Quand on parle d'une entreprise au sein d'une société, il y a 2 possibilités. Ou bien le transfert d'actifs de la société, comparable à la vente d'un fonds de commerce d'une société, d'une entreprise individuelle, ou bien le transfert d'actions. Quand on parle de transfert d'actifs, c'est donc le fonds de commerce de la société qui sera vendu. Vous voyez bien sur la dia, vous voyez bien donc que c'est la société qui vend et c'est la société qui recevra le prix de vente. Les actionnaires restent actionnaires de la société. Donc l'actionnariat reste inchangé, c'est-à-dire dans ce cas-là, on reste en tant qu'entrepreneur avec une société pleine de liquidités, peut-être encore quelques dettes à apurer, mais plus d'entreprise. C'est la société qui va percevoir le prix de vente. Et donc, ça implique une décision concernant la société ou la structure même. Est-ce qu'on va liquider ça ou est-ce qu'on va transformer ça, par exemple, dans une société de
patrimoniale, par exemple, une société immobilière, comme on dit. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de vendre tous les actifs et donc, dans ce cas-là, quand il y a par exemple un bâtiment qu'on ne veut pas vendre, ça arrive quoi qu'on garde la société avec le bâtiment et que la société ne fait que vendre son fonds de commerce. Au niveau de la fiscalité, c'est donc la société qui sera taxée sur les bénéfices réalisés, donc les plus-values réalisées, mais ce ne sont que les impôts sur les sociétés. Et les impôts de société, c'est 25% seulement. En principe, une PME peut jouir donc d'un taux préférable de 20%, mais au moment donc de la vente du fonds de commerce, ça sera taxé à 25%. Mais les liquidités restent dans la société. Donc, si on veut les récupérer privées, il faut voir donc qu'il y a un impôt de liquidation ou bien donc, c'est-à-dire un précompte mobilier qui sera redevable et qui est actuellement qui est 30% pour sortir donc les réserves, les bénéfices réalisés à l'occasion donc de la transmission. Ce qui fait que dans la plupart des cas, presque toujours, mais pas toujours, mais presque toujours, on essaye donc de réaliser un transfert d'actions, une vente de titres, une vente d'actions. C'est-à-dire, vous, en tant qu'entrepreneur et déteneur des parts sociales, vous vendez les parts sociales, les actions, et donc quelqu'un d'autre les achète. L'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble, aussi bien les dettes que l'actif, reste dans la société. Tous les contrats, tout reste comme c'était le cas avant la transmission. Donc, il n'y a rien qui change. C'est seulement une transaction de parts sociales. Et comment valoriser alors? Eh bien, pour vrai dire, il existe en fait seulement deux points de vue pour valoriser une société, c'est-à-dire donc des méthodes de fond, des méthodes le contenu de la société, donc la valeur intrinsèque, on le verra tout à l'heure, et les méthodes de rendement. Parfois, une société est vendue selon méthode de marché, c'est-à-dire selon le chiffre d'affaires, etc. Mais ça ne tient pas le coup et donc c'est rarement le cas pour des sociétés donc familiales. Parlant de méthode de fond, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne regarde que le bilan, pas le compte des résultats. Donc, on prend en charge tous les actifs et les passifs à leur juste valeur, tenant compte des moins-values, des plus-values. Je pense principalement quand il y a un bâtiment là-dedans qui a été amorti jusqu'au sol et donc il vaut beaucoup plus, il y a des plus-values latentes, c'est-à-dire pas visibles dans le bilan, mais il faut tenir compte pour valoriser la société. Mais tenir compte qu'au moment de la réalisation de cette plus-value, la société subira un impôt de 25% sur cette plus-value, donc il faut les déduire. Et comme ça, on obtient une valeur intrinsèque. Ça n'a rien à faire avec la rentabilité de la société, mais seulement avec le contenu. Ce qui veut dire que cette méthode est principalement utilisée pour des sociétés immobilières ou des sociétés holding, des sociétés à portefeuille. Petit exemple, les fonds propres d'une certaine société à exercice de 2020, 400 000 euros, voilà. Et donc, sur le bilan, on retrouve donc des biens immobiliers pour un montant comptable de 250 000 euros. Mais donc, après une expertise, on a appris que la valeur vénale nette des biens immobiliers est facilement 750 000. Donc, il y a une plus-value latente, non réalisée, de 500 000. Quand on fait déduction des impôts pour la société, donc de l'ISOC de 25% sur cette plus-value, on obtient une plus-value après impôt et donc à cela s'ajoutent les fonds propres et donc la valeur intrinsèque tenant compte des impôts pour la société serait dans ce cas très très simple évidemment 775 000. Mais une société active est souvent vendue pour sa capacité de générer des bénéfices, générer du cash flow. Et là, il y a plusieurs méthodes, mais donc finalement, donc, ce sont toujours des méthodes qui se basent sur le rendement à réaliser avec la société qui a une
un fonds de commerce, une activité connue et en pleine forme. Méthode EBITDA, EBIT, dont vous avez déjà entendu parler, méthode de cash flow libre, bénéfice net, flux de trésorerie actualisé. Ce sont plusieurs méthodes que l'on utilise en tant que banque aussi pour valoriser des sociétés. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, en bref, on va pas regarder le bilan spécifiquement, mais on va regarder les comptes, aussi bien donc les rentrées que les dépenses qui ont été faites. Et là, on va ajuster donc ce compte, on va ajuster ça parce que souvent, il y a des dépenses et des recettes hors de l'exploitation. Ça ne veut pas dire qu'on a travaillé en noir, mais ça veut dire que souvent le cas dans une société familiale, qu'il y a des dépenses ou des recettes qui ne représentent pas la réalité vue d'un repreneur. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelques années avant la retraite, souvent on rencontre donc des comptes où il y a des primes, ou même des primes excessives pour des EIP, pour une pension supplémentaire. Donc les dernières années, donc les entrepreneurs commencent à réfléchir et se dire voilà, la retraite, la pension officielle ne sera pas très large, donc on va encore verser quelques primes, tout ce qui est possible. Ça fait, évidemment, ça a un effet sur le rendement de la société. Donc, on va ajuster ça parce que c'est pas normal, c'est-à-dire c'est pas normal en vue d'une continuation pour quelqu'un qui est jeune, qui reprend l'activité. Mais de l'autre côté, il y a parfois des coûts qui n'ont pas été facturés ou payés. Par exemple, un couple qui gère une SRL, dont un des deux est nommé administrateur et l'autre qui s'occupe de l'administration et enfin, son épouse ou l'époux, l'épouse, qui n'est pas rémunéré, mais qui travaille quand même. Au moment de la transmission, il faut remplacer deux personnes dans la société, l'administrateur et son assistant. Donc, il faut prévoir plus de dépenses pour remplacer la personne qui a aidé l'administrateur et qui n'a pas ou presque pas été payé pour ses prestations. Rendement ajusté veut dire aussi qu'il faut tenir compte avec les besoins en investissement pour les années suivantes. Parce que, évidemment, à la fin de carrière, on n'a plus tellement l'intention d'investir encore beaucoup, mais quelqu'un qui veut redémarrer une société ou reprendre une société pour la faire redémarrer, avec un nouveau esprit, il y a besoin d'investissement. Donc, une partie du cash flow sera indispensable pour financer tout cela. Et là, on va faire donc une moyenne pondérée pour les années, donc dont la dernière année pèse beaucoup plus que les années préalables. Une chose qui est très importante, parce que c'est souvent qu'on me pose la question, voilà, à ton avis, qu'est-ce que ça vaut ma société? En fait, la question réelle est quel prix est-ce que je peux obtenir en vendant ma société? Parce qu'une valeur, c'est les résultats d'un calcul, d'une expertise. Ça pourrait être une base de négociation, mais le prix, c'est les résultats d'une négociation. Et donc, on peut valoriser de plusieurs manières, mais finalement, donc, c'est la négociation qui va aboutir dans un certain prix. Comme je vous l'ai dit, la banque ABC, à la demande de propriétaires d'entreprises, pas pour des acheteurs, mais uniquement donc pour les actionnaires, donc la famille qui détient la société, fait une évaluation sur demande. On applique cette méthode, entre autres substantielles, mais principalement basée sur le rendement, et on fait la moyenne pondérée. Selon des études sectorielles, on en a assez d'expérience. Pour vous donner un aperçu de tous les éléments qui déterminent la valorisation, on va vous présenter une valeur moyenne, mais en plus, sans vous donner, enfin, en plus,
en plus de cela, on va vous donner donc des conseils comment peut-être améliorer la situation en préparant la transmission dans quelques années. Donc, il y a plusieurs possibilités donc d'optimiser donc le compte des résultats et le bilan, trouver des solutions pour de l'immobilier qu'on ne veut pas vendre, l'excès de liquidité sur les comptes en banque, etc., etc. Donc, la valorisation ne s'arrête pas à donner donc un rapport de valorisation, mais donc à cela s'ajoute donc une évaluation très profonde. Maintenant, de l'autre côté, et surtout dans un contexte familial, c'est important à savoir, le financement d'une reprise, comment ça se fait? Parce que c'est extrêmement très rare qu'une reprise d'une société soit payée complètement, intégralement, sans financement bancaire. Mais écoutez, donc c'est une sorte de cadre de référence qu'on applique et dont un élément est le fait qu'on attend au moins, mettons, un quart d'apport personnel, c'est-à-dire que la banque est prête à financer 3 fois le prix que le repreneur veut mettre ou peut mettre sur la table. Je dis dans un contexte d'un cadre de référence, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, ça dépend de la situation. D'ailleurs, on ne considère pas uniquement les fonds propres qui seront apportés, mais également donc l'assistance par la famille, par des emprunts subordonnés, et je pense principalement, donc c'est tout neuf ici à Bruxelles, ça existe déjà plus que 10 ans en Flandre, donc on a repris presque les mêmes conditions, et c'est le prêt proxy. Le prêt proxy qui offre donc un avantage fiscal, c'est donc bruxellois. D'ailleurs, donc l'assistance donc et donc tout ce qui concerne PME ou gestion PME, politique PME est régionalisé. Donc chaque région détermine comment assister leurs entreprises dans leur région. Et donc à la région bruxelloise, il existe maintenant depuis l'année passée donc le prêt proxy. Et donc c'est un avantage fiscal pour des personnes physiques qui vivent dans la région, sous forme d'un crédit d'impôt annuel. Et donc, ça a un caractère subordonné. C'est un crédit quasi standardisé avec une durée de 5 ans ou de 8 ans. Et donc, quel est l'avantage pour le prêteur? C'est donc que les 3 premières années, la région offre 4% de rendement supplémentaire, une sorte d'avantage fiscal sous forme de remboursement d'impôts qu'on a déjà payé sur sa déclaration des impôts personnels. 4% pendant les 3 premières années et 2,5% pour les années de suite. Ici, je m'arrête parce qu'il y a plein de possibilités, donc et la région est connue pour assister beaucoup dans ce genre de transactions. Le financement bancaire se limite à 7 ans, donc généralement entre 5 et 7 ans. Actuellement, c'est plutôt 7 ans, mais donc ça dépend donc de la capacité de remboursement, c'est-à-dire le flux de trésorerie disponible et non nécessaire pour faire des réinvestissements sera utilisé donc pour payer le crédit qui a été donné donc pour la reprise. Et puis donc un crédit de risque, parce que on n'est jamais certain que le repreneur aura le même succès que son prédécesseur, c'est-à-dire il faut quand même avoir quelques garanties pour la banque. Et donc, cette garantie, ça pose parfois un problème parce que la loi ou le code des entreprises et des associations donc permet, mais très peu, permet donc une faible aide financière par une société qui a été reprise, une aide financière assistée sous forme de garantie ou d'avance financière, quoi. Mais donc, le contenu d'une société, en général, le contenu d'une société ne peut pas être utilisé ou très très peu pour soutenir le financement donc du repreneur.
Donc, il faut trouver des garanties ailleurs. Et donc là, je pense aussi donc à la région bruxelloise. Donc, par exemple, il y a une garantie régionale par la région, c'est-à-dire, comment ça s'appelle encore attendez. Le Fonds bruxellois de garantie, je pense. Le Fonds bruxellois de garantie qui offre des garanties, entre autres pour la reprise des sociétés, pour une prime forfaitaire qui est, oui, je peux dire, inférieure aux primes qu'on paye pour une garantie bancaire comparable. Donc, normalement, c'est 0,75% sur la valeur garantie multipliée par les années pour toutes les années de subvention. On va continuer parce que voilà, il y a encore plein de choses à parler. Comment structurer une acquisition? Je parle encore une fois d'une vente d'une société familiale, enfin d'une vente d'une société, une reprise d'une société qui se fait en Belgique au moins dans 99% des cas avec une autre société. Excusez-moi, donc une autre société, une société holding comme on dit, une société à portefeuille, une société souvent créée uniquement pour permettre le financement. Je ne vais pas rentrer en détail, mais donc par exemple, les deux frères Philippe et Marc vont reprendre la société de leur père. Eh bien, ils vont créer à eux deux, donc 50-50, une société Filmar, par exemple, qui va acheter, où ils vont faire un apport personnel. Et donc, cette société holding sera utilisée pour le financement de la reprise. Comment le financement de la reprise se fera? Là, il y a trois possibilités, ou bien des dividendes, mais ce sont des rentrées annuelles. Un dividende, c'est les bénéfices d'un exercice clôturé et donc dont l'Assemblée générale des actionnaires a décidé, voilà, on va distribuer le dividende, c'est annuel, mais éventuellement, donc, cette société, Filmar, dans ce cas-ci, pourrait être utilisée comme société de management, c'est-à-dire pourrait recevoir des tantièmes ou des rémunérations d'administration des dirigeants. La fiscalité personnelle, on l'a vu, avec une entreprise individuelle, c'est taxé avec un taux préférable, un taux distinct, 10%, 16,5%, 33%, mais les impôts personnels, en vendant des parts sociales, en principe, ici en Belgique, donc, les plus-values sur un patrimoine privé n'est pas taxable, jusqu'à présent. Je ne sais pas combien d'années ça va encore durer, mais jusqu'à présent, et depuis que je suis né, c'est pas taxable. Donc, à condition que cette plus-value fait partie d'une gestion normale du patrimoine. En vendant ces parts sociales parce qu'on va prendre sa retraite, etc., donc c'est tout à fait normal, gestion normale. S'il ne fait pas partie de la gestion normale du patrimoine, si c'est surtout dans un contexte spéculatif, en principe, il y a 33% d'impôts personnels plus les taxes municipales qui seront redevables. D'ailleurs, dans ce contexte, ce qui n'est pas considéré comme normal ou gestion normale du patrimoine privé, c'est par exemple que vous, en tant qu'actionnaire principal ou unique d'une société d'exploitation, que vous, pour vous-même, que vous allez créer une société holding et vendre votre société d'exploitation à votre propre société holding, en réalisant une plus-value peut-être probablement énorme, ou peut-être pas énorme, mais cette plus-value réalisée, ça se fait au sein de votre patrimoine privé interne et n'est pas considéré comme normal. En vendant à ses enfants ou à des tierces personnes, c'est tout à fait normal. Parlant de droit de succession, pourquoi eh bien, donc, pour une entreprise individuelle et pour une entreprise en société,
il y a un régime très favorable qui est d'application. Et à Bruxelles, c'est depuis l'ordonnance de 12 décembre de 2016. C'est-à-dire, il y a un taux réduit de 3% en ligne directe ou 7% à des autres personnes si on décède et donc que sa société ou son entreprise individuelle est transmise dû au décès. Je n'ai pas trop de temps pour rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer c'est quoi et dans quelle situation est-ce que ces règles sont d'application. Eh bien donc, pour commencer, il faut qu'il s'agisse d'une société active, une société d'exploitation, peu importe son activité économique, mais il doit y avoir une activité économique. Agricole, commerciale, artisanale, industrielle, professionnelle, peu importe. Mais donc pas de société qui ne font que détenir des immeubles, qui ne font que louer des immeubles. Et là, ce sont des sociétés patrimoniales. Et donc là, ce n'est pas d'application. Donc, ça, c'est une première condition, une exploitation. Deuxième condition, c'est qu'il y ait une participation minimale de la part de la famille. Mais la famille, c'est très large. Ça pourrait être même des oncles, des neveux, des nièces, etc. Mais participation directe, pas avec une autre société. Il faut donc, pour obtenir ce taux favorable de droit de succession de 3%, il faut donc que la famille détient personnellement, plusieurs personnes, au moins 50% personnel. Quand il y a deux familles en jeu, 30% est suffisant, mais donc à condition que ces deux-là détiennent 70%. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Très, très important, c'est la condition, la troisième condition, c'est donc la continuation. Donc, pour obtenir ce taux favorable, c'est un choix. C'est un choix. C'est les héritiers qui prennent l'option et qui s'engagent. Oui. Ils ne sont pas obligés donc de continuer la société eux-mêmes. Donc, pas d'obligation de conserver les actions, par exemple, ou de rester administrateur dans cette société, mais il faut que l'activité économique, et la même activité économique, sera continuée pour 3 années de suite. Et on fait des contrôles, toujours, dans tous les cas, sans interruption. Et donc, que le capital soit préservé pendant cette période-là. Décédé, ça c'est une chose, mais donc cette ordonnance implique aussi une planification qui est possible avec une donation. Avec don, on prévoit un taux de donation de 0%. Il y a une donation de 0%, donc le taux est 0%, mais avec les mêmes conditions. Donc les mêmes conditions qu'on avait déjà vues, conditions d'exploitation, de participation et de continuité, aussi cela. Et donc, pour cela, il faut exprimer donc une valeur au moment du don. Et donc, normalement, donc, on devrait survivre ça pendant 3 ans, mais dans le cas d'une entreprise familiale préférée, et donc à condition que ça soit donné auprès d'un notaire belge, très important, eh bien, c'est 0%. Mais les conditions restent les mêmes. Il faut une continuité de l'activité et l'activité même. Et là, il y a une petite différence avec les régions flamandes. Dans la région flamande, il faut continuer avec une activité économique. Ça pourrait être autre chose. Mais à Bruxelles, donc, on y insiste que ça soit exactement la même activité. Vous pouvez dire, oui, donner, oui, mais donc, en donnant, il y a plusieurs possibilités de planification et de modalités de donation, par exemple des clauses de retour en cas de décès préalable, une interdiction de la contribution à la communauté matrimoniale, une interdiction d'aliénation pendant une certaine période, par l'éternité, etc. Et donc, possibilité également donc, de préservation, le contrôle, par exemple, c'est réservé l'usufruit ou
peut-être qu'on le fait avec des clauses statutaires, etc. Mais la combinaison possible, c'est-à-dire vous pouvez vendre une partie et vous pouvez donner une partie. Donc, tous les deux sont possibles. Tout ce que je veux vous dire, c'est que la vente ne coûte rien comme impôt, la donation ne coûte rien à les régions pour les droits de donation, en ce qui concerne les droits d'enregistrement sur les donations. Donc, ça ne coûte rien du tout. Ce qui veut dire qu'il y a quand même en Belgique un régime très favorable pour la transmission d'une activité économique, que ce soit au sein d'une société ou une entreprise individuelle. Finalement, donc, toute entreprise peut être vendue, et surtout des petites entreprises, des entreprises à personne unique, seront forcément liquidées à la fin. Ou bien il y a encore la possibilité de vendre une partie du fonds de commerce. C'est possible. Peut-être le stock, quelques actifs, une camionnette par exemple. Parce que, et surtout avec le Covid qu'on a connu, donc il y a quand même quelques activités qui sont plus tellement attrayantes en vue de l'avenir, parce que beaucoup d'activités ont été remplacées par des ventes sur Internet, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, donc, il y a encore la possibilité de liquider la société et de réaliser donc les bénéfices avec tout ce qu'on peut obtenir. Et donc, voilà. Dans ce cas-là, les sociétés, ces sociétés-là vont subir donc un impôt sur les plus-values réalisées. Ça donne la possibilité donc de constituer encore une réserve de liquidation à la fin. Et donc ça, c'est très favorable parce que le précompte mobilier normal, c'est 30% actuellement en Belgique, mais ça pourrait être évité en constituant une réserve de liquidité, une réserve de liquidation, excusez-moi, et en payant immédiatement donc pour l'exercice de la réalisation, c'est-à-dire après avoir clôturé cet exercice-là, de payer 10% de taxes anticipées en vue d'une liquidation, et que par après, tout ce qui reste, c'est-à-dire 90% des bénéfices réalisés après impôt de liquidation, là-dessus, on n'est plus redevable le précompte mobilier, rien du tout, il ne faut même pas 5 ans d'attente. Exemple concret, pour terminer, prenons une famille de filles, belle entreprise, ce sont les parents qui sont actionnaires uniques, donc les deux. Une fille, mettons Sophie, est active dans l'entreprise, souhaite poursuivre, et la fille, l'autre, Anne, elle a des ambitions en dehors de l'entreprise. Et donc, les parents souhaitent ralentir progressivement et veulent sécuriser une partie de leur patrimoine. Donc, formidable que Sophie veuille poursuivre l'activité, mais il faut quand même que Anne obtienne une somme comparable ou donc une valeur comparable. Comment ça pourrait se faire? Mettons, c'est à titre d'exemple. Hein. Voilà, on va valoriser l'entreprise, une valeur de marché, mettons à 1,5 million. Donc, patrimoine de l'entreprise, 1,5 million, la maison familiale, etc. Donc, voilà, ça c'est le patrimoine de ces personnes-là, de ces entrepreneurs-là. Comment est-ce qu'on peut gérer ce transfert-là? Eh bien, Sophie va créer sa société holding, comme je vous ai expliqué tantôt, Yuko, nouvelle société. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les parents, ils vont... donc, cette société va acquérir pour 500 000, va obtenir donc 375 000 de capital, par exemple, un prêt parental de 300 000, et donc le supplément avec un prêt d'investissement. On verra bien donc que cette société donc, va obtenir pour 1,5 million, mais donc qu'il y a un apport à l'aide d'un don, il y a donc un vendor loan, comme on dit, c'est-à-dire les parents qui vont attendre quelques années
avant de récupérer la totalité de leurs ventes, et donc la plus grande partie sera financée par la banque. Et donc la société d'exploitation, dans ce cas-là, va pouvoir distribuer des dividendes avec des réserves déjà disponibles sur l'actif, et pour le reste, pour l'avenir, cette acquisition va se rembourser avec des tantièmes, des rémunérations d'administrateurs, etc. C'est seulement un petit exemple, mais donc ces choses se font régulièrement, c'est-à-dire mensuellement. Chaque semaine, je rencontre des cas pareils. Voilà. J'avais 1 heure, il est presque 8 heures, donc il reste encore quelques minutes pour des questions éventuelles. Sinon, je passe la parole au suivant. Au revoir. Ah, j'ai une question ici. Pourriez-vous préciser à nouveau comment valoriser une activité en personne physique? Oui. Ben, une activité en personne physique, ok, je reprends encore une fois parce que, donc, d'un côté, il y a donc l'actif tangible, les immobilisations corporelles, c'est-à-dire tout ce qu'on veut, l'inventaire de tout ce qu'on veut remettre. Stock, marchandises, machines, matériel roulant, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut remettre à sa valeur de marché, sa valeur d'occasion, quoi. Voilà. De l'autre côté, donc, il y a une partie qui représente la rentabilité. C'est ce que j'ai appelé le goodwill. La patientèle pour un médecin, la clientèle pour un magasin, par exemple. Hein. Donc, c'est incorporel. Comment valoriser? Eh bien, on va commencer avec les bénéfices réalisés. Les bénéfices, comme avec une société, les bénéfices réalisés les dernières années. On va les ajuster pour des choses qui sont en dehors du normal, c'est-à-dire, oui, donc certaines dépenses qu'un successeur n'aura pas dans les premières années. Par exemple, donc, allez, une grosse voiture, par exemple, enfin, des choses pareilles. Donc, ajuster donc les bénéfices pour obtenir donc un résultat personnel, un résultat avant impôt. Avant impôt, pourquoi? Parce que en achetant donc le goodwill d'une société, on achète un actif amortissable. Donc, c'est taxable pour le vendeur, un taux favorable, 33% ou bien même 10% à l'âge de 60. À partir de l'âge de 60, c'est seulement 10% que l'on paye. Également sur les stocks, donc à partir de 60 ans, c'est très favorable. Mais comment déterminer la valeur donc du goodwill? Eh bien, les résultats ajustés multipliés par, mettons, 5, 6, 7, plus ou moins. Non, après déduction donc d'une rémunération normale, ça c'est un élément très très subjectif. Après déduction d'une rémunération normale pour quelqu'un dans cette activité-là, c'est très subjectif. Et donc, on voit donc le bénéfice supplémentaire qui pourrait être utilisé pour le remboursement d'un prêt. Et donc, ces deux-là, l'actif, les immobilisations corporelles et incorporelles, tout cela s'ajoute et donc ça constitue un prix. Encore une fois, le prix, c'est le résultat d'une négociation. Et donc, puisque la rémunération personnelle, c'est très, très subjectif, peut-être qu'un repreneur attend beaucoup plus de rentrées et n'est pas prêt à payer trop pour le seuil, quoi. Encore une question supplémentaire. Les slides, ben, ça c'est à l'organisation, évidemment, vous les aurez. Les coordonnées pour me contacter. Eh bien, directement, c'est fort difficile, hein, puisque moi, tout seul, pour toute KBC Brussels, je suis le seul à donner ces conseils-là et donc d'élaborer des structures pour les transmissions. Mais donc, ça pourrait se faire
en s'adressant à une agence spécifique, enfin n'importe quelle agence à Bruxelles ou en Flandre, et de demander, voilà, expliquer un peu donc la situation, et on va prendre contact avec moi parce que mes collègues à l'interne, ils ont une vue sur mon agenda et ils peuvent fixer des rendez-vous. Pourquoi Sophie ne reçoit-elle pas la société d'exploitation directement? Eh bien, pourquoi? Parce que, oui, j'ai passé trop vite, enfin, mon exemple était le fait que les, la valeur du patrimoine principal des parents, et c'est souvent le cas, hein, donc pour les entrepreneurs à fin de carrière, c'est leur société, leur entreprise qui représente le plus de valeur dans leur patrimoine. Et donc, quand il y a plusieurs enfants et on souhaite donner l'équivalent à tout le monde, forcément, ils sont obligés donc de réaliser une partie sous forme de vente. Donc, pas de don. Et donc, pour obtenir des liquidités, pour permettre de faire des dons aux autres enfants. Donc, le mix est possible. Hein, donc, ce n'était qu'un tout petit simple exemple pour dire, voilà, on est obligé donc d'élaborer une structure le cas par le cas. Donc, on ne peut pas facilement généraliser. La déduction de la rémunération, je n'avais pas compté dessus car mon repreneur potentiel travaille dans le même domaine et se rémunère déjà. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, oui, ça arrive souvent. Et donc, ça fait que ça dépend du repreneur quel prix qu'on peut obtenir. Peut-être que je donne l'exemple. Une société industrielle, mettons une PME industrielle qui fabrique des choses très uniques, etc., familiale, une dizaine de personnes qui travaillent, et donc il y a quelqu'un qui est intéressé pour reprendre cette société. Il y en a deux. L'un, c'est l'entrepreneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été, par exemple, qui a été employé, cadre, peut-être avec une autre fonction de directeur dans une certaine entreprise qui a été licencié et qui veut se lancer comme entrepreneur indépendant. Il a l'âge 45, 50 et il veut donc un changement de carrière. Quand celui-là reprend la société, il n'y ajoute rien du tout sauf son expérience. C'est tout. De l'autre côté, il y a une partie qui est intéressée et c'est donc une très grande société dans la même branche qui est intéressée dans les produits spécifiques réalisés par cette petite société familiale. Ça peut s'ajouter à l'activité. Ça peut s'ajouter parce que ça peut apporter donc un produit supplémentaire pour le même marché que la grande société qui veut reprendre. Ou donc, il y a des bénéfices d'échelle donc à réaliser. Donc, dans ce cas-là, on est prêt à payer beaucoup plus pour la reprise parce qu'on peut remplacer, par exemple, le gérant ou quelques membres du personnel par quelqu'un qui travaille déjà dans la société repreneuse. Donc, la rémunération, c'est un élément très subjectif. Si c'est un individu qui reprend, il doit vivre de cette société-là. Si c'est une grande boîte qui reprend une petite boîte, eh bien, souvent, donc, on peut économiser sur un administrateur. Vous avez parlé de taux d'ISOC pour l'imposition de la vente d'un fonds de commerce en société. Pourquoi 20% pour les premiers 100 000 euros? Oui et non. C'est-à-dire, les 20%, donc une petite société peut avoir donc un taux d'ISOC de 20% pour les premiers 100 000 euros. Mais c'est conditionnel. Une des conditions, c'est qu'il y ait une rémunération minimale pour un administrateur. Et donc, souvent, cette rémunération n'est plus payée à la fin.
Mais donc, il est possible pour les premiers 100 000 euros, si, par exemple, en vendant le fonds de commerce et donc l'administrateur se réserve encore une fois, ou s'octroie encore une fois une rémunération minimale, voire dans ce cas-là 45 000 brut, c'est possible. Donc oui, je m'excuse, donc c'est pas toujours pour la totalité 25%. Il y a une possibilité tout de même donc d'avoir encore 20% pour les premiers 100 000 euros. Valorisation, bénéfice, fois. Oui, oui. Bénéfice lycée fois 4. On peut partir là-dessus. Je peux pas le dire, quoi. Donc, ça dépend. C'est trop subjectif. Oui, après correction, je dirais donc, il faut toujours tenir compte donc du cash flow qui est indispensable pour permettre la continuation. Donc, parfois, donc, il y a des sociétés qui réalisent beaucoup de bénéfices, mais qui sont obligées de réinvestir une grande partie dans la rénovation de leurs produits. Et donc, dans ce cas-là, la totalité n'est pas intégralement utilisable pour permettre un remboursement. Je me limite à cette réponse-là parce qu'il y en a encore plein des questions. Peut-on envisager la cession du goodwill à un repreneur et le patrimoine immobilier aux enfants? Mais évidemment. Évidemment. Donc, goodwill à un repreneur, patrimoine immobilier. Donc, comme je vous ai expliqué, donc, il y a la possibilité de remettre un fonds de commerce d'une société et de garder l'immobilier. Il y a la possibilité de scinder une société et donc sans taxe, sans impôt, à condition que c'est une opération normale. Donc, ça ne peut pas se faire directement avant la vente de la société. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut préparer la transmission 3, 4, 5 ans avant le moment décisif donc, de vente. Donc, mais évidemment, donc, la scission permet donc, on n'est jamais obligé de remettre le tout. Voilà. Faire une donation aux enfants et Sophie rachète les parts de son frère et sa sœur à un prix convenu. C'est un autre exemple, évidemment. On pourrait dire, voilà, la société vaut 1,5 million. Il y a 3 enfants, autre exemple, 3 enfants. Les parents donnent 33% à chaque enfant et il y en a une des 3 ou un des 3 qui rachète les 2 tiers des autres. Dans ce cas-là, les parents ont donné exactement la même chose à leurs 3 enfants et donc le financement et donc l'achat réel se fera dans une deuxième phase. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc oui, Philippe. Donc oui, c'est intéressant. D'ailleurs, donc, sachant donc que la donation officielle peut se faire avec 0%, sauf les honoraires pour le notaire. Où est-ce qu'on pourra voir les enregistrements? J'ai raté le début de la session. Oui, ça c'est pour l'organisation. Oui, ça demande demande forcément un approfondissement. Je sais, mais donc j'avais seulement l'ambition, et donc c'est ce qu'on m'a demandé, de vous donner un aperçu, puisque c'est une matière assez compliquée et il faut beaucoup d'expérience pour y voir clair dans chaque situation individuelle. C'était la dernière question, donc je transmets la parole au suivant. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette partie du webinaire qui est consacrée aux plateformes de mise en relation des cédants et des repreneurs d'entreprises.
Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Régine Pintio. Je suis conseillère en transmission au sein de la Soalfin Transmission depuis environ 3 ans. Après un parcours dans le secteur privé, dans la grande distribution de franchisés, en accompagnant des entrepreneurs pour tous les aspects financiers de leur métier. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire quelques mots sur la collaboration entre la Soalfin Transmission et Uniso, que je remercie au passage pour son invitation à participer à ce webinaire. Alors, l'accord entre l'Uniso et la Soalfin Transmission a été signé en 2017 avec pour objectif essentiel d'élargir le champ des acquéreurs potentiels pour les entreprises qui sont à vendre. Alors, comment est-ce que ça se passe? Voilà, on donne un accès mutuel à nos marchés et de ce fait-là, il y a plus d'acquéreurs potentiels pour les cédants qui sont eux aussi sur le marché. On permet de trouver le bon matching au-delà de la frontière linguistique. Parce que comme vous le savez, le marché de la transmission, il ne s'arrête pas aux frontières linguistiques ni aux frontières tout court d'ailleurs. Donc, d'où l'importance de collaborer à ce niveau-là aussi. Alors concrètement, au jour le jour, il nous arrive de recommander nos plateformes respectives, que ce soit de notre côté à des Wallons qui veulent rechercher une entreprise en Flandre ou inversement. Nous échangeons aussi des bonnes pratiques, c'est-à-dire que chaque fois que quelque chose peut être intéressant pour nos deux plateformes, nous essayons d'échanger là-dessus. Alors, un des événements phares, puisque nous participons à pas mal d'événements en commun, dont celui-ci d'aujourd'hui évidemment, mais un des événements phares, c'est la semaine de la transmission qui a lieu, retenez la date, du 15 au 19 novembre 2021. Alors, il y aura des événements organisés dans toute la Belgique autour de la thématique de la transmission d'entreprise. Alors, le type d'événement, ça peut être des webinaires, ça peut être des conférences, des rendez-vous auprès d'experts. Il y a différentes possibilités d'avoir des informations autour de cette thématique, évidemment. Alors, bon à savoir aussi, c'est une organisation des 3 régions. Donc, il y a la Soalfin Transmission, le 18-19 à Bruxelles, et Vlaio Uniso. Alors, de notre côté, nous avons participé à une autre invitation, il y a déjà de ça, je pense, 2 ans, une invitation de l'Uniso aussi sur le marché du conseil. Et à l'inverse, Overname Markt est venu participer à nos événements que nous appelons Elevator Pitch, qui est destiné à un public relativement fermé. Et ils sont venus présenter des profils à la vente à cette occasion-là. Voilà. Donc, on collabore quand même assez régulièrement sur différents événements. Alors, il y a un dernier endroit où nous sommes aussi membres tous les deux, c'est la communauté Transeo, qui est une communauté internationale d'experts en transmission d'entreprise, dont les objectifs sont notamment de faciliter les transmissions transfrontalières et là aussi d'échanger des bonnes pratiques entre les différentes plateformes, de les rendre conviviales, efficaces, et tout ça toujours au bénéfice des entrepreneurs, bien entendu. Voilà, à présent, je vais passer au sujet qui est prévu ce soir, les plateformes de transmission. Auparavant, je vais juste vous expliquer un petit peu qui est la Soalfin Transmission, puisque j'en ai déjà parlé, mais vous ne la connaissez peut-être pas. La Soalfin Transmission, oui, je vais aborder différents sujets, excusez-moi. Ce soir, je vais vous parler des différents services qu'on peut proposer, de certaines spécificités à la Soalfin Transmission et des plateformes, bien évidemment. Alors, qui sommes-nous? La Soalfin Transmission est une filiale du groupe Soalfin et elle est dédiée à la transmission des entreprises en Wallonie, essentiellement les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. La Soalfin Transmission fait partie du groupe Soalfin, qui est le partenaire des PME en Wallonie et qui exerce 4 grands métiers. Le premier métier, c'est d'orienter via son guichet unique, le 1890, orienter
les entrepreneurs et les informer pour les différentes questions qu'ils auraient. Ensuite, l'asso Alfin coordonne le paysage des acteurs de la sensibilisation et de l'accompagnement. Et enfin, elle finance les PME via différents services et produits tels que la garantie, le cofinancement ou du capital aussi. Alors, elle intervient à différents stades de la vie de l'entreprise. Ça peut être à sa création, à son internationalisation, sa croissance, pour de l'éco-transition ou de l'innovation et évidemment la transmission dans laquelle nous intervenons. Alors, pour en revenir à l'asso Alfin Transmission, elle a pour objectif de pérenniser les entreprises existantes et tout le tissu économique par la transmission des entreprises en Wallonie. On peut se qualifier de facilitateur de transmission d'entreprise. Nos missions sont diverses. Une des missions est de sensibiliser aux enjeux de la cession et de la reprise, d'orienter les entrepreneurs, qu'ils soient cédants ou repreneurs, pour leur fournir, ou en tout cas qu'ils puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible pour réussir leur projet de transmission ou de reprise. La troisième mission est de faciliter la mise en relation entre des cédants et des repreneurs. On verra tout à l'heure les différents moyens possibles pour y arriver. Et enfin, faciliter l'accès au financement des projets de reprise. Nous avons pour cela différents services possibles. Pour les cédants qui se posent beaucoup de questions, M. Verbist en a parlé tout à l'heure, mais quand on veut céder son entreprise, on cède généralement son bébé aussi, on se pose beaucoup de questions, on se demande comment je vais faire, à qui je vais vendre, quand je vais vendre, est-ce que je vends à mes enfants ou à d'autres, enfin, plein de questions qui se posent à ce moment-là. Et évidemment, il est important de pouvoir se préparer à cette transmission. Alors, l'asso Alfin Transmission dispose d'un test en ligne que vous pouvez tous faire, tous ceux que ça intéresse en tout cas, que vous pouvez faire. C'est gratuit, c'est tout à fait confidentiel et il y a moyen de le sauver à la fin. Et vous avez aussi un rapport qui vous donne les points d'attention dans votre parcours de cédant, dans le processus, dans les questions qui pourraient se poser pendant la session. Il y a environ 90 questions, ça peut paraître long, mais ça va quand même relativement vite. Voilà. Alors, en complément de ces tests, nous avons aussi des agents que nous appelons les agents de stimulation à la transmission d'entreprise, autrement dit les ASTE. Ce sont des agents de terrain, ils sont vraiment ancrés, ils ont un ancrage local puisqu'ils sont dédiés chacun à une province en Wallonie. Et eux, ils vont avoir une démarche proactive, ils vont sensibiliser de manière proactive les entrepreneurs wallons à la transmission d'entreprise. Donc, ça permet de répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs qu'ils rencontrent. Quant au repreneur, il lui aussi peut effectuer un test pour se rendre compte de la maturité de son projet, mais aussi de se poser les bonnes questions avant de reprendre une entreprise. Donc déjà, se demander est-ce que je suis effectivement prêt à entreprendre, à reprendre, parce que ce n'est pas forcément la même chose. Reprendre ou créer, on l'a évoqué déjà tout à l'heure aussi, hein, quels sont les avantages et les inconvénients, dans quoi est-ce que je me sens le mieux. Comment reprendre, comment trouver des entreprises à reprendre, on y viendra évidemment tout à l'heure, et comment financer par exemple. Ce sont toutes sortes de questions, il y en a évidemment beaucoup d'autres, hein, mais ce sont souvent les questions essentielles qui reviennent. Donc pour les repreneurs, il existe aussi un test également en ligne sur notre site. Là, il y a une soixantaine de questions qui vont vous éveiller pour ceux qui seraient repreneurs ou qui connaissent un repreneur qui est potentiel mais qui veut un peu plus en savoir sur son profil. C'est un bon test à faire, évidemment. D'un autre côté, nous organisons aussi en temps normal des clubs repreneurs. Et ici, on a été un petit peu coincé, évidemment, mais nous espérons reprendre le plus rapidement possible. Ce sont des cycles de 8 sessions qui sont animés par un formateur professionnel où viennent
où interviennent différents experts en transmission et des repreneurs qui viennent témoigner de leur parcours de repreneur. Donc c'est très intéressant parce que là on peut vraiment entendre toutes les phases par lesquelles ils sont passés dans leur parcours. Alors on y évoque différentes thématiques, par exemple les enjeux de la transmission d'entreprise, la valorisation, la négociation, les aspects juridiques, les 100 jours et après la reprise. Voilà, ce sont quelques-uns des thèmes qui sont évoqués. Ça se fait par petits groupes, donc ce sont des groupes de 18 personnes maximum. C'est évidemment un moment d'échange aussi, d'expérience entre tous les participants au club et de réseautage, que ce soit avec les personnes qui présentent les clubs ou entre les personnes qui participent. À côté de cela, nous avons aussi comme mission de rencontrer, identifier, de rencontrer les cédants et des repreneurs pour identifier leurs besoins, afin de pouvoir les faire accompagner au mieux à la session à la reprise, grâce à notre réseau de partenaires agréés. Je vais y venir, je vais vous expliquer un peu mieux, un peu plus en détail de quoi il s'agit. Nous sommes aussi une porte d'entrée pour l'échec entreprise. L'échec entreprise, c'est une forme de subside. Je la développerai un petit peu plus loin aussi. Nous avons, comme dit tout à l'heure, la mission aussi de rechercher des contreparties, c'est-à-dire des repreneurs enfin un repreneur pour un cédant et inversement. Nous donnons aussi des informations sur les outils financiers, sur les produits financiers de l'asso Alfin. Et alors, déjà évoqué tout à l'heure, mais l'événement important, c'est la semaine de la transmission d'entreprise qui est destinée autant aux cédants qu'aux repreneurs. Alors voilà, je parlais d'une spécificité, on va en parler maintenant. Donc l'asso Alfin Transmission dispose d'un réseau de partenaires agréés. Ce sont des experts qui peuvent vous accompagner à tout moment de la session ou de la reprise, que ce soit pour un moment, pour une étape ponctuelle, pour une étape bien précise d'assistance technique à un moment donné, ou éventuellement tout au long du processus. Donc tout est possible. Alors on a dedans on en a environ 170 à l'heure actuelle. Il y a des cabinets de cession-acquisition, des avocats, des réviseurs, des comptables, des experts comptables, des banquiers investisseurs, des consultants et même des cabinets spécialisés en assainissement de sol. Ça peut toujours être utile. Alors, il faut savoir que tous ces partenaires sont agréés par un comité éthique et de surveillance indépendant. Donc, c'est quand même important de savoir qu'il y a toute une procédure d'agrément autour de ces partenaires. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, bon nombre de ces partenaires peuvent donner accès à des chèques entreprises. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail puisque naturellement, ils sont soumis à des conditions d'éligibilité. C'est une mesure régionale qui a été mise en route par la région wallonne. Et donc, il y a des conditions d'éligibilité liées à la localisation, que ce soit du cédant ou de repreneur. Donc, tout le monde ne peut pas avoir forcément accès à ces chèques, mais c'est toujours bon à savoir parce que il se pourrait que l'un d'entre vous puisse en bénéficier malgré tout. Donc, ce sont des subsides qui permettent de prendre en quelque sorte en charge une partie du coût des prestations de ces experts, pour autant qu'ils soient donc labellisés à la région wallonne pour les chèques entreprises. C'est une des conditions. Et l'avantage est évidemment de rendre accessibles des prestations d'experts à tous les cédants et repreneurs et d'être accompagnés de façon optimale, bien entendu. Alors venons-en au sujet peut-être principal de cette soirée que sont les plateformes. Avant de rentrer en détail dans les plateformes, je voulais juste revenir sur la recherche de contrepartie de manière générale, en signalant qu'il y a effectivement des plateformes qui existent, mais il y a aussi d'autres moyens qu'il faut certainement combiner pour trouver des entreprises à vendre ou pour vendre son entreprise. Alors, il y a évidemment tout ce qui est réseautage. Monsieur Verbis en a parlé aussi, hein, il faut pouvoir en parler. Il y a aussi pour les cédants, parler à son comptable, à son banquier de son projet de cession, même pour un repreneur aussi,
Ça peut toujours être intéressant. On ne sait jamais, dans leur clientèle, il y a peut-être des gens qui pourraient un jour se déclarer vendeurs ou à l'inverse, qui pourraient être repreneurs de l'entreprise en question. Donc, il ne faut pas hésiter à faire jouer tout son réseautage propre. Et ça peut être très large, évidemment. Alors, il y a ces fameux experts agréés, ces experts agréés, mais les experts tout court, hein, qui peuvent aussi vous aider à céder ou à reprendre une entreprise. Et puis, plus particulièrement chez nous, ben, on essaye de toucher via des newsletters, ce qu'on appelle les elevator pitch, qui sont des matinées de présentation de profils d'entreprises à vendre à un panel d'acquéreurs qui sont affiliés chez nous. Là, je reviendrai un peu plus tard. Et puis alors, il y a les plateformes, hein, donc affaires à suivre, notre plateforme PME, le Transeurodeal Club dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, et puis toutes les plateformes de nos partenaires en Flandre, en France ou Grand-Duché de Luxembourg. Alors voici affaires à suivre, hein, je vais commencer par celui-là puisqu'on l'a déjà bien évoqué aujourd'hui. Affaires à suivre donc, est une plateforme de vente d'entreprise en Wallonie à Bruxelles. C'est une plateforme qui est dédiée aux petites entreprises essentiellement, mais donc elle a pour objectif de donner de la visibilité aux annonces de vente de petites entreprises et de permettre la rencontre entre les acquéreurs et les vendeurs. Alors, c'est aussi, il faut savoir qu'avec le 18-19, nous avons collaboré l'année dernière pour mettre en route un site affaires à suivre commun. Auparavant, il y avait un affaire à suivre à Bruxelles, un affaire à suivre en Wallonie, donc nous avons combiné nos efforts pour ne faire plus qu'un. Alors sur ce site, c'est une plateforme de mise en relation, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi vous y trouverez aussi des outils, des conseils, des contacts d'experts. Donc il y a quand même pas mal d'informations outre la mise en relation proprement dite. Voilà un petit exemple de quelques annonces qui peuvent se trouver, qui ne sont peut-être pas pour le moment, mais le genre d'annonces qui y figurent. Donc, vous avez chaque fois quelques renseignements sur l'entreprise. Ça reste anonyme, bien évidemment, mais vous avez quelques indications de chiffre d'affaires, de pourquoi l'entreprise est à vendre, éventuellement où elle se situe, etc. Voilà. Alors, qui peut placer une annonce? Les cédants peuvent venir placer une annonce directement. Tous nos partenaires agréés peuvent aussi utiliser la plateforme et les mandataires de justice qui sont agréés aussi par la SOAFIN Transmission peuvent le faire également. Alors, l'accès est aussi autorisé pour tous les autres professionnels à transmission d'entreprise, à condition qu'ils soient évidemment bien habilités à pouvoir le faire. Hein, ça, c'est très important. Quels sont les secteurs concernés? Toutes les entreprises ne peuvent pas se trouver sur affaires à suivre. Il y a les secteurs du commerce de détail, Horeca, franchise, services aux personnes, sans aucune limite de chiffre d'affaires qui peuvent utiliser la plateforme. Par contre, tous les autres secteurs d'activité ont en principe une limite de 500 000 € de chiffre d'affaires. Alors, il faut savoir que nous n'acceptons absolument pas les coquilles vides. Ça, on nous propose parfois de publier une annonce pour les coquilles vides, donc les entreprises sans aucune activité, de même que l'immobilier pur, la vente d'immobilier ne rentre pas dans nos activités. Nous sommes vraiment tournés sur tout ce qui concerne la transmission d'activités en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment notre mot d'ordre et c'est ça qui fait vivre cette plateforme. Alors, sachez aussi qu'on vérifie la qualité du placeur, donc à savoir que c'est bien la bonne personne qui place l'annonce pour l'entreprise en question et que l'annonce est bien éligible à nos conditions. Quels sont les tarifs? Les 3 premiers mois de publication sont gratuits. Ensuite, cela coûte 90 € hors TVA pour les 3 mois suivants, avec un tarif préférentiel pour les professionnels, mais à qui nous suggérons de nous contacter quand ils veulent placer des annonces. Pour les repreneurs, c'est complètement gratuit, l'accès est tout à fait libre. Ils doivent juste enregistrer s'ils veulent, ils doivent créer un profil d'acquéreur s'ils veulent entrer en contact avec les vendeurs. Pardon. Et important à savoir, il n'y a aucune commission ni à la vente ni à l'achat.
Alors, pour se contacter, les cédants et les repreneurs communiquent via une messagerie interne. Donc, il n'est pas nécessaire pour le cédant de se dévoiler, de donner son identité, ni ses coordonnées dans le corps de l'annonce. Il peut le faire s'il le souhaite, mais ce n'est pas l'objectif de la plateforme, justement, est de garder un degré d'anonymat assez important. D'un autre côté, je vous ai parlé d'affaires à suivre. Nous avons aussi une autre, une plateforme fermée que nous nommons la plateforme PME. Parce que si les entreprises ne correspondent pas aux critères d'affaires à suivre, il faut évidemment avoir une autre solution. Donc, nous avons ces deux plateformes qui fonctionnent en parallèle avec des objectifs, en tout cas des critères différents. La plateforme PME, c'est donc une base de données fermée. C'est l'équipe de l'assaut Alfin Transmission qui va elle-même effectuer le matching entre des cédants et des repreneurs, suivant des critères de recherche des repreneurs. Alors, la visibilité qui peut être, la visibilité des offres des cédants, elle peut être variable. Il peut n'y avoir aucune visibilité, tout reste anonyme, bien entendu. Hein. Mais on peut publier sur notre site web une brève description d'une entreprise à vendre, comme on peut ne rien y mettre du tout et garder cette information uniquement sur cette plateforme fermée. Nous effectuons alors la mise en relation avec l'intermédiaire quand il y a un intérêt de la part des acquéreurs. Nous allons contacter les intermédiaires. Je vais expliquer pourquoi un intermédiaire. Ça fait partie des conditions d'accès à la plateforme. Nous avons pour le moment environ 300 candidats repreneurs affiliés et 170 profils de société, 140 profils de société, oui, 140 pour le moment de profils de société à vendre. Alors, nous effectuons aussi parfois une approche stratégique proactive, c'est-à-dire que nous pouvons, pour certains acquéreurs, des entreprises en croissance qui souhaitent grandir par acquisition, nous pouvons très bien chercher, d'une part, chercher dans notre base de données s'il y a des entreprises qui peuvent l'intéresser pour sa croissance, mais aussi s'adresser à tous nos partenaires pour voir si dans leur portefeuille, il n'y aurait pas des entreprises qui ne seraient pas encore arrivées jusqu'à nous, qui pourraient intéresser l'acquéreur en question. Alors, je vous parlais de conditions d'accès à cette plateforme. Pour les acquéreurs, elles consistent en une affiliation. Donc, nous rencontrons chacun des acquéreurs qui veut s'affilier à l'assaut Alfin Transmission pour décrire avec lui son profil d'acquéreur. Donc, il doit nous remplir une fiche descriptive de son projet, qui est une base à la discussion que nous avons, et bien cerner sa recherche et voir si effectivement nous allons pouvoir l'aider ou pas aussi. Hein. C'est important de bien comprendre ce qu'il recherche. Il y a une convention à signer, notamment pour la confidentialité et success fee. Il y a un success fee à payer si l'entrepreneur trouve l'entreprise par notre intermédiaire. Et enfin, un coût d'affiliation annuel de 300 € TVA compris. En ce qui concerne les cédants, eux, ils doivent tous être accompagnés pour arriver sur cette plateforme. Et ce, par un partenaire agréé de l'assaut Alfin Transmission, donc ceux que je vous ai présentés il y a quelques instants. Alors, c'est une volonté que les dossiers soient bien préparés aussi. Et voilà, donc c'est la condition pour arriver sur cette plateforme. Enfin, le Transeo Deal Club, je vous en ai déjà parlé, donc c'est aussi une plateforme qui permet de mettre en relation des cédants et repreneurs, mais là, c'est vraiment via des experts, il n'y a pas entre guillemets, de particuliers ou d'entreprises en direct sur cette plateforme. Ce sont des experts en transmission qui s'échangent des profils anonymes, et donc ça peut être intéressant pour des entreprises qui cherchent des investisseurs, des entreprises pour des investisseurs wallons ou autres d'ailleurs, et pour des reprises potentielles par des investisseurs étrangers. Donc ici, vous avez quelques chiffres clés, mais je ne vais pas m'attarder dessus. C'est peut-être pas le plus important. Ça parle un petit peu de tout notre travail à l'assaut Alfin Transmission, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Je vais juste vous donner ici quelques coordonnées de contact si vous aviez des questions très spécifiques, plutôt
liées à votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous aider, évidemment, mais ça, on peut le voir ensemble si effectivement c'est le cas. Alors, vous voyez qu'on a trois adresses, 3 sites web. Et, nous avons toujours celui d'assoaccess.be qui est notre ancien nom et notre ancien site, mais qui existe encore. Mais je vous invite plutôt à consulter, et c'est tout récent, c'est une primeur, le site de l'assoalfin.be qui a été, en tout cas pour la transmission, qui a été mis en ligne il y a quelques jours. Donc, voilà. Et le site Affaires à suivre, bien entendu, si vous souhaitez y placer une annonce. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions très pratiques aussi. Il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais jeter un coup d'œil au chat. Plutôt bénéficier d'affaires à suivre, plateforme PME uniquement pour la session du goodwill. En général, c'est la transmission d'une activité qui le goodwill, en général, on ne vend pas que le goodwill, c'est un tout, c'est une activité en général. Donc, à partir du moment où vous vendez votre activité, même si c'est une branche d'activité, vous pouvez utiliser nos services. Et voilà, donc pour la plateforme PME, là, ce sera, j'ai oublié de préciser, la plateforme PME, mais généralement, c'est un chiffre d'affaires de plus de 500 000 € et c'est un peu l'inverse d'affaires à suivre, évidemment. Et donc, la plateforme PME, là, il faudra être accompagné, donc il faudra utiliser les services d'un partenaire agréé de la Assoalfin Transmission. Et par contre, pour affaires à suivre, vous pouvez y aller donc librement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je n'en vois pas d'autres. Personne d'autre n'a de questions? Ils viendront peut-être par après. J'espère avoir été claire en tout cas. Mais de toute manière, si quelque chose vous a échappé, on est vraiment à votre disposition. On est toute une équipe. Nous sommes 8 à l'Assoalfin Transmission, certains plus dédiés à certaines choses qu'à d'autres. Quelle plateforme conseilleriez-vous pour les professions libérales? Tout dépend à nouveau de la taille de l'entreprise, mais généralement, nous avons pas mal de professions libérales justement qui utilisent Affaires à suivre, notamment dans la catégorie service. Il y a santé, hors santé comme secteur aussi. Donc voilà, c'est certainement un endroit pour déplacer votre annonce. Tout dépend aussi du degré de confidentialité que vous voulez dans la session de votre entreprise. Hein, parce que ici, le fait de mettre vous-même une annonce sur un site internet, vous allez être en contact avec les repreneurs. Donc, il faut bien se préparer à ça et savoir quoi répondre. Hein, aussi, c'est important de bien réfléchir à ça. Et toujours se poser la question aussi, si je peux donner un petit conseil, quand vous avez le souhait de vendre votre entreprise, réfléchissez bien, mettez-vous un peu à la place du repreneur aussi en posant la question, est-ce que moi je reprendrai mon entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'elle a des points forts, des points faibles? C'est ça que vous devez en tout cas mettre en évidence, donner envie sur une annonce, donner envie aux repreneurs de reprendre votre entreprise. Alors je conseille aussi dans les annonces par exemple, indiquer si vous avez un type de repreneur bien en vue dans votre tête, n'hésitez pas à le mentionner aussi. Hein. Alors, avez-vous des demandes pour des reprises de patientèle médicale? Évidemment, il y a sans doute des demandes à ce sujet-là, mais voilà, nous, on n'est pas, étant donné que c'est une plateforme, une messagerie interne, on ne connaît pas toutes les relations qu'il y a entre les cédants et les repreneurs. Donc, sans doute, y a-t-il des demandes pour la reprise d'une patientèle, mais voilà, ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, il suffit de trouver un repreneur. Hein, et voilà, ça c'est. D'autres questions? Si je n'ai pas bien répondu, n'hésitez pas à remettre un petit message sur le chat. Hein. Je ne vois plus de questions. En tout cas, je vous remercie pour l'écoute de cette partie relative aux plateformes de transmission. Merci beaucoup à vous tous d'avoir tenu jusqu'ici. Et il reste encore une petite partie, donc je pense que je vais céder la parole, en tout cas le micro ou la présentation suivante. Voilà. Au revoir et merci.